Un centre d'appui à la technologie et à l'innovation sera mis en place demain à Tsimbazaz. À la veille de son départ, Madame Véronique Pasquier a été élevée au rang d'officier de l'Ordre national. Voici le journal en version française. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un conseil des ministres pour commencer. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais d'État d'Yavlou. Tout de suite, les détails. Communication. Au titre de la présidence de la transition, une communication a été faite relative à la résolution des revendications sociales au sein de l'éducation nationale. Le président de la transition, Angelina Radzuel, n'a fait part à l'assistance du cours de la rencontre qu'il a eue avec les dirigeants du syndicat Sempama. Ainsi, il a annoncé que les revendications sociales faites par le dit syndicat ne peuvent pas être satisfaites par l'État, étant donné que si le budget total alloué en 2012 au ministère de l'Éducation nationale s'élève à 110 milliards d'ariages, le montant total des dites revendications est de l'ordre de 210 milliards d'ariages, soit une enveloppe financière d'un montant de 500 000 ariages pour chacun des 43 500 enseignants publics. Alors que, faute de financement extérieur, il a fallu diminuer le montant global du budget général de l'État de 40% par rapport à celui de 2011. Ce qui a amené le chef de l'État à faire remarquer que si l'on satisfait ces revendications, il faudrait ainsi fermer les portes de quelques ministères. En tout cas, le président de la transition a déclaré que toutes les voies du dialogue sont maintenant épuisées et tout repose ainsi sur la sagesse et la conscience de ses enseignants. En tout cas, des solutions fermes ont été prises par l'État pour permettre aux élèves, collégiens et lycéens des établissements scolaires publics de rejoindre les bancs des études. Ces solutions seront mises à la connaissance du grand public par voie de conférence de presse par le Premier ministre accompagné du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et du ministre des Finances et du Budget. Par ailleurs, tous les membres du gouvernement vont mener des descentes sur le terrain jusque dans les régions pour mener des campagnes de sensibilisation et d'explication inhérentes à ces mesures prises. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que l'État a déjà proposé le déblocage d'une enveloppe de 20 milliards d'ariages pour satisfaire en partie ces revendications sociales. Et lors de la rencontre citée-supra, le président de la transition y a également ajouté l'enveloppe de 5 milliards d'ariages. Mais le syndicat Sempama a décliné toutes ces offres alors que, selon la remarque faite par le chef de l'État, octroyer l'enveloppe de 5 milliards d'ariages aux enseignants publics équivaut à ne pas construire 1600 salles de classe pour les établissements publics, notamment des régions reculées. Et le ministre de l'Éducation nationale d'informer que, en ce qui concerne les salaires des enseignants FRAM, qui sont de 110 000 ariages par personne, ceux des 4 premiers mois de l'année scolaire sont déjà débloqués et payés par la Banque mondiale et ceux des 8 mois restants, supportés par l'État, sont actuellement en cours de déblocage. Le président de la transition a donné consigne pour que dorénavant, tout problème social doive impérativement être solutionné dès son apparition, ce qui l'a amené à s'adresser au ministre des Transports pour trouver déjà les voies et moyens à même de pouvoir solutionner les problèmes des transporteurs. Par ailleurs, il a donné consigne aux responsables des établissements publics de retenir les élèves dans l'enceinte de ceux-ci, étant donné qu'il leur incombe la responsabilité d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique. Quoi qu'il en soit, le chef de l'État a déclaré qu'il n'existe qu'une solution unique pour résoudre tous ces problèmes sociaux, ne plus faire traîner la transition par la tenue des élections. En tout cas, le Conseil des ministres a manifesté sa ferme volonté d'œuvrer pour la sortie de crise et pour le retour à l'ordre constitutionnel et a exprimé son entière confiance à la CENIT dans l'organisation des élections. Et les élections étant une affaire d'État, le Conseil des ministres a également manifesté sa ferme volonté d'apporter son soutien à la CENIT sur les préparatifs électoraux. Enfin, adoption de textes réglementaires au titre du ministère des Relations avec les institutions,
Après débat article par article, le projet de loi portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Philankievchin-Fampiavanana Malagasy a été approuvé. Ainsi, ce projet de loi sera soumis au Parlement de la Transition, actuellement en session ordinaire pour adoption. Le dossier relatif aux subventions des collectivités territoriales décentralisées a fait l'objet d'un débat au Conseil des ministres de ce mercredi 9 mai 2012 au Palais d'État d'Yavlou. En effet, le vice-premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire a fait remarquer que jusqu'à ce jour, aucune de ces CTD n'a pas encore reçu les dites subventions. Ce qui a amené le ministre des Finances et du Budget à déclarer que toutes les procédures d'engagement budgétaire afférentes ont déjà été faites, mais le ministère de la décentralisation n'a pas encore effectué les virements adéquats au profit des collectivités territoriales décentralisées. Et il a indiqué qu'il a fallu à ces hauts responsables d'intervenir auprès de leurs pairs du ministère de la décentralisation pour activer dans les meilleurs délais ces virements, ce qui n'est pas encore chose faite actuellement. Rappelons que le fonctionnement régulier des collectivités territoriales décentralisées, communes et régions, dépend essentiellement de ces subventions et qu'une partie de celles-ci a été affectée par des communes urbaines et rurales bénéficiaires comme complément des salaires des enseignants FRAM. L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 14h30. Un centre d'appui à la technologie et à l'innovation sera mis en place à partir de demain à Tsimbazaz. C'est un projet initié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Manousoul sur les images de Arman Anaïspera. Demain, ce centre sera lancé. Il y aura une évaluation. Transformer Madagascar en pays producteur et pas seulement exportateur, tel est l'objectif dans la création de ce centre d'appui à la technologie et à l'innovation, ou CATI, une initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en partenariat avec l'Office malgache de la propriété industrielle, ou OMAPI, et le Centre d'information et de documentation scientifique et technique, ou CIDST. Les petites et moyennes entreprises, les chercheurs universitaires, les inventeurs et les autres acteurs impliqués dans le secteur peuvent y déposer leurs brevets gratuitement pour avoir accès à des bases de données spécialisées, des informations techniques, commerciales et juridiques et autres ressources d'information sur la réalisation de leurs projets. C'est un centre qui va permettre aux différents acteurs, à la fois les chercheurs, mais aussi les industriels, les producteurs au niveau des milieux ruraux, d'avoir les informations dont ils ont besoin pour améliorer à la fois leur production, mais aussi pour pouvoir peut-être aussi améliorer les innovations que déjà les paysans produisent à Madagascar, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Madagascar, aussi bien les chercheurs, mais aussi les producteurs comme les paysans à Madagascar, ils font de la découverte, ils font de l'innovation à la fois technique, mais aussi scientifique. Et donc, ce sont ces produits-là qui seront donc rassemblés, mais surtout diffusés, exploités au sein du centre CATI. Et le lancement officiel se déroulera demain au CIDST Tsimbazaz. La création de richesses au niveau national comme les marques, les indications géographiques et les modèles industriels font partie de la propriété industrielle et les intellectuels comme les inventions. Tels sont les thèmes du forum qui s'est déroulé à l'hôtel Colbert hier. Tsir Indienev nous en dit plus. Le forum de haut niveau sur la propriété intellectuelle et l'utilisation de l'innovation, de la créativité pour le renforcement des capacités technologiques, la croissance et le développement économique. 13 thèmes ont été traités, dont les 7 premiers ont été axés en particulier sur la manière d'utiliser la technologie et l'innovation pour le développement économique d'un pays.
Concernant les 6 derniers thèmes, les interventions ont été axées surtout sur l'intérêt de la gestion collective des droits de l'auteur, du droit de l'auteur et des droits voisins, l'importance de la protection des marques de produits et de services, des indications géographiques, des dessins et modèles industriels dans la création des richesses, ainsi que l'exploitation des savoirs traditionnels, des ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles pour diverses raisons, voire la création de richesses. Et comme on vous le disait en titre, Madame Véronique Pasquier, chef de mission économique à l'ambassade de France, et Michel Ramiraman du bureau des normes sont élevés au rang d'officiers et chevaliers de l'ordre national. La cérémonie de décoration s'est déroulée à l'hôtel Colbert. Jean-Aimé Rambelson. Présence fort remarquée à cette cérémonie du doyen du corps diplomatique, son Excellence Jean-Marc Châtaignier, aux côtés du secrétaire général du ministère des Finances et du Budget et du grand chancelier. À la veille de son départ définitif, Madame Véronique Pasquier, chef de mission économique depuis 2006 à l'ambassade de France, s'est vue élevée au rang d'officier de l'ordre national malagasy. De son côté, le numéro 1 du bureau de normes, Michel Dominique Ni Ramiraman, est élevé au rang de chevalier. Aux 2 récipiendaires, les félicitations de l'audiovisuel public. C'était un reportage de Jean-Aimé Rambelson et Tantel Tsimaroufi. Sensibiliser la population à la propreté, tel a été l'objectif de l'action sociale qui s'est tenue dans le Fouktan Manartsu Centre aujourd'hui et dans 3 autres quartiers environnants. Assainissement, soins et opérations copie. Tatel Tsimarov toujours sur les images de Nien Rakoton Benzanage. 60% des consultations effectuées dans les centres de santé dans la Grande Île montrent que la population souffre d'une infection respiratoire aiguë. Selon le rapport mensuel auprès du BMH, viennent ensuite la diarrhée et la conjonctivite. La pollution en est la principale raison. De ce fait, les responsables au sein du 1er arrondissement, en collaboration avec le BMH, ont organisé une action sociale dans le Fouktan Manartsu Ouest, Manartsu Isuch, Manartsu Anatia et Manartsu Centre. Nous sommes là pour distribuer des copies d'actes de naissance pour les enfants moins de 18 ans qui sont déjà passés par un jugement. Deuxièmement, il y aura aussi la direction de l'assistance sociale au sein de la commune urbaine d'Antananarive qui dispensera des soins gratuits qu'on appellerait soins de proximité. Il y aura aussi la direction de la propreté urbaine qui se chargera de la propreté en enlevant des peaux sauvages au sein des 4 fouktans qui sont là juste à proximité. Et en même temps, avec les actions, nous ferons des sensibilisations, surtout pour la santé, que chaque citoyen a le droit d'avoir une santé, a le droit d'être à proximité de la santé et que la propreté est vraiment utile pour que chaque citoyen ait cette santé. Mais pour tout cela, il faut que chacun soit citoyen. Notons que 2000 personnes ont été mobilisées durant le travail d'assainissement et 600 personnes du Fouktan Manartsu Centre bénéficient des soins de proximité avec le BMH. Ces 389 enfants ont obtenu des actes de naissance durant l'opération copie effectuée sur place. À l'étranger, en Russie, Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont changé leur poste. Tout de suite, le reportage. Un défilé de 14 000 soldats, des dizaines de blindés et missiles stratégiques, la commémoration mercredi par la Russie de la fin de la Deuxième Guerre mondiale a donné lieu sur la place rouge de Moscou à une démonstration de force digne de l'ancienne Union soviétique. Avant son élection le 4 mars dernier à la présidence, Vladimir Poutine avait promis un réarmement sans précédent de la Russie face aux États-Unis. À ses côtés, dans la tribune, Dmitri Medvedev. Le tandem est en place depuis 2008, mais comme il l'avait annoncé dès l'automne, les 2 hommes ont échangé leurs postes. Sans surprise donc, au lendemain de la prise de fonction lundi du président Vladimir Poutine, la Douma russe a confirmé Dmitri Medvedev au poste de Premier ministre. Le président était en personne au Parlement pour faire l'éloge de son dauphin et rassurer les différentes composantes de l'Assemblée.
Je suis sûr que le nouveau chef de gouvernement de la Fédération de Russie travaillera avec toutes les forces politiques de la Douma et que le gouvernement écoutera tout le monde. Mais ce petit arrangement qui permet à Vladimir Poutine de revenir pour un 3e mandat à la tête de l'État sans avoir vraiment quitté le pouvoir n'est pas du goût de tout le monde. Ajouté à la corruption et à des fraudes massives dénoncées par l'opposition lors des dernières élections, il n'a fait qu'entretenir un mouvement de contestation sans précédent depuis l'arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine il y a 12 ans. Moscou est contre Poutine. Moscou est contre les escrocs et les voleurs. Nous gagnerons. La Russie sans Poutine. La Russie sans Poutine. Depuis 4 jours, les manifestants multiplient les rassemblements, systématiquement dispersés. Ils changent à chaque fois de lieu. Selon la police, plus de 750 personnes ont été interpellées. Parmi elles, certaines figures de l'opposition relâchées puis de nouveau arrêtées. Les États-Unis dénoncent les violences et appellent les autorités russes à préserver la liberté d'expression. Et nous allons suivre à présent le monde en bref. Cette nuit, l'armée syrienne a repris ses pilonnages à Douma, près de Damas. Il y a eu également des accrochages dans la capitale syrienne ainsi qu'à Idlib. Bilan, 5 morts au moins. Au moment où de nouveaux observateurs de l'ONU arrivent à Hama et Homs, Kofi Annan estime que son plan de paix est la dernière chance d'éviter la guerre civile en Syrie. Une guerre civile en cours selon la Croix-Rouge internationale. L'organisation a besoin de 20 millions d'euros supplémentaires pour financer ses opérations en Syrie. Iulia Tymoshenko a quitté cette prison de Kharkiv où elle purgeait une peine de 7 ans pour abus de pouvoir. L'ancienne première ministre ukrainienne n'est pas libre pour autant. Elle a cessé sa grève de la faim débutée le 20 avril et a été transférée à l'hôpital pour être soignée de hernie discale. Affaiblie, Iulia Tymoshenko affirme avoir été maltraitée par le personnel carcéral. Une dizaine de membres des FARC, les yeux bandés, menottés, parmi eux le chef des finances de la rébellion colombienne. Tapiero Tiqué a été arrêté avec les autres rebelles dans la jungle au nord-est de l'Équateur, près de la frontière colombienne. L'armée a déclaré que l'Équateur menait avec elle une opération pour arrêter d'autres membres des FARC. Des pluies torrentielles en Chine centrale ont bloqué 300 000 habitants et inondé de vastes zones de terres agricoles. Toute la province de Hubei a été touchée par les précipitations les plus graves depuis un an. Pas de victimes pour l'instant. Certains estiment même que les pluies seront bénéfiques alors que le nord de Hubei est confronté à des conditions de sécheresse sévères. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.